Ce film retrace le siège et la bataille d'Alésia. Ça se passe en 52 avant Jésus-Christ. César entame l'avant-dernière campagne de bataille qui devra aboutir à la paix romaine et se lève devant lui Vercingétorix. C'est l'une des plus grandes batailles de l'histoire, sans doute, puisqu'il y a en présence presque 500 000 soldats de part et d'autre. Donc c'est une très très grande bataille qui s'est déroulée, contrairement à ce qu'on pourrait le penser, sur plusieurs mois, donc sur 3 mois. Notre parti pris, dès le départ, a été de se dire on va casser la chronologie. C'est-à-dire qu'on va partir de la fin de cette bataille, au moment où César sait pratiquement qu'il a gagné, et donc il va envoyer une lettre à Rome, à Pompée, pour lui raconter finalement ce qui s'est passé. Le film démarre dans ce petit moment d'incertitude qui est entre la fin de la bataille et la reddition de Vercingétorix. Alors oreilles, attention aux oreilles. Attention, coup de feu. Et feu. Action. Tu ne te bats pas toujours avec prudence, Marc-Antoine. Ta blessure te fait pas trop souffrir? Il fallait bien poursuivre l'ennemi. C'est à l'ampleur de la débâcle de l'autre que l'on peut mesurer sa victoire. Voilà une belle parole de général. Il est vrai que c'est une belle victoire. Et de notre côté, avons-nous le décompte des blessés? L'assaut au nord a été le plus meurtrier, mais on n'a pas encore le détail des pertes. Vers Cassivelanos, l'Arverne, le cousin de Vercingétorix, a été pris. Et le roi? Le roi. Les siens sont en train de décider de son sort. César, des émissaires sont là. Ils demandent à être reçus. Nous sommes venus solliciter ta clémence. Vercingétorix souhaite connaître tes conditions. Que la ville rende ses armes. Et qu'ensuite on m'amène les chefs des tribus. Jules César, il est dans notre psyché, je pense, comme une des grandes figures d'autorité dans l'histoire. Tous les gens de pouvoir se sont référés à César, quoi. Et comme moi, j'ai un très gros problème avec le pouvoir, pour moi, c'est une notion totalement abstraite. C'est le comportement des autres qui fait l'autorité d'un personnage. Et quand on commence à mettre le costume, il y a déjà une partie du travail qui se fait aussi par l'apparence. Donc tout ça, c'est des informations qui sont données aux spectateurs et que je n'ai pas à jouer, je ne dois pas le jouer. Là, on avait trois excellents acteurs dans une vraie scène de jeu où ça circulait magnifiquement entre eux. C'est aussi l'un des rares décors que nous avions complet, cette tente de César, qui était particulièrement impressionnante à filmer. Et c'était vraiment un grand bonheur que de voir ces acteurs finalement dans un film qui d'un coup n'était plus un film avec ses problèmes techniques liés à l'incrustation au fond vert. On était vraiment dans un décor, une intimité à huis clos, quelque chose de très proche des personnages. Et c'était un moment de jeu et de partage assez fort. Pompée, mon cher ami et consul, je t'ai déjà écrit comme nos légions victorieuses avaient repoussé la cavalerie du chef Averne, Vercingétorix. L'armée gauloise en déroute s'était alors repliée dans l'oppidum d'Alésia. Messieurs, s'il vous plaît, porte-enseigne, porte-lance. Enfin, porte-bouclier, pardon, porte-lance. Alors vous êtes... au début, vous êtes comme ça, chacun devant un poteau. Et à mon signal, vous allez avancer d'1 mètre vers Yann, vers Vercingétorix. L'idée pour toi, ce serait d'avancer plutôt en biais, on va voir, mais je vous donnerai des marques. C'est l'arrivée de César. Il y a la poussière, les petites étincelles qui scintillent, enfin les casques, les boucliers, etc. À l'horizon, et tu regardes impassible dans cette direction-là. Allez, silence s'il vous plaît. Vercingétorix, on n'a aucune représentation de lui. Et en même temps, on en sait assez pour dire que l'image qu'on a des manuels d'histoire, d'Astérix, des représentations du 19e siècle, de cette espèce de personnage très imposant, très grand, on sait que ça, c'est très loin de la vérité, puisque César le décrit comme presque un adolescent, en tout cas un jeune homme, c'est-à-dire qu'il a moins de 30 ans. Alors déjà, imaginez interpréter Vercingétorix, non?
Bah non, ça m'était pas venu à l'esprit, quoi. Parce que j'en voyais plus ou moins l'image napoléonienne voilà, du cavalier sur son cheval. Non, c'est bien ça. C'est massif, c'est pour ça d'ailleurs que je me voyais pas l'interpréter, tu vois. Je me disais, je rentrais pas vraiment dans le costume, quoi. Mais voilà, un mec un peu Conan le barbare sur un cheval, quoi. Il y a une tension, une fébrilité avec laquelle il arrive par rapport à ça. Il vient chercher la justification d'un choix qui est presque déjà fait. On n'est pas dans un truc mystique du tout. Et le Vathès lui donne aussi quelque part une espèce d'absolution. C'est pas l'été, c'est la nuit. Oui, on met le manteau. Ouais, je pense. Voilà, moi c'était pour avoir un côté d'un coup. Mais je garderais bien quand même son truc bleu en dessous. Toi, tu arrives, tu es plus fébrile que ce que tu dis, en tension intérieure, et ça va monter. Et après, tu relâches quand tu dis. Je m'en remets à leur bienveillance. Je m'en remets à leur bienveillance. Silence, s'il vous plaît. Allez. En place, moteur. Moteur demandé. Ça tourne. Ça tourne. 18 sur un troisième. Action. Attaquons, tant qu'ils nous sont les secours que tu nous avais promis. Tu perds la confiance de tes hommes, mais aussi de ton peuple. Ils attendent de moi des réponses que je ne peux pas leur donner. Ce que tu dois accomplir, les choix que tu dois faire, dépassent ta propre personne. Tu incarnes l'espérance de toutes les tribus qui se sont dressées avec toi contre Rome. C'est cela qui doit éclairer ton esprit et guider ton bras. Le souffle de cette espérance me porte et gouverne mes choix. Mais ce souffle cache le grondement de la colère. Veux-tu que j'invoque les dieux pour toi? Je m'en remets à leur bienveillance et à leur jugement. Coupé. C'est coupé, merci. Vercingétorix, à un moment donné du siège et face aux pénuries grandissantes de nourriture, se retrouve dans l'obligation d'évacuer, de faire sortir de l'oppidum les femmes, les enfants, les vieillards, les blessés. C'est le summum de la barbarie, finalement, de sacrifier femmes et enfants. Du coup, le combat lui-même semble perdre son sens. Donc si on se place dans une vision du XXIe siècle, c'est extrêmement compliqué d'appréhender l'humanité de Vercingétorix. Donc ça demande aussi une gymnastique au moment de l'écriture, mais aussi dans le travail de chacun des comédiens, que ce soit Vercingétorix, mais aussi César qui réagit par rapport à ça, de se replacer finalement dans une compréhension de ce sacrifice-là. Carlo, ton incantation, tu la vois comme une prière en fait. Quelque chose d'à peine... évidemment. Oui, c'est pas un truc qu'on déclame quand on est vraiment... D'accord, très bien. Oui, non, je trouve ça très bien. À vous, dieux et déesses qui gardez sous votre protection l'immense armée gauloise ici rassemblée. Et à toi, le grand dieu armé qui protège cette ville et son peuple. À vous, dieux et déesses d'Alésia. Je fais ici serment d'épargner la destruction, cette ville et vos temples. De manière générale, on a essayé de montrer dans ce film ce qui rapprochait ces deux figures, donc celle de César et de Vercingétorix, plutôt que généralement, comme on le voit au cinéma, souvent ce qui les oppose. On a tenu à voir deux scènes qui montrent leur rapport aux divinités, etc. Pour Vercingétorix avec le Vathès et pour César avec la scène de l'évocation, pour montrer encore une fois que les choses les opposent, mais qu'en réalité, ils sont quand même assez proches. Et c'est vrai que dans la direction d'acteurs, on a essayé de jouer aussi là-dessus, c'est-à-dire Vercingétorix a une espèce de fougue, et bien sûr un charisme évident, et César aussi a ce charisme, même si quelque part il n'a plus cette fougue, il est là, bon, il a 20 ans de plus, mais quelque part il se reconnaît quand même dans ce personnage de Vercingétorix. Comme nos illustres ancêtres qui ont fait trembler Rome jusque dans son sein, nous nous battrons. Ouais! Sortez vos épées. Ouais! Archers, tirez une flèche à la tête. Chargez dans le sang.
bataille. Et il y en a eu déjà d'autres, des batailles, d'où les blessures. Là, Vercingétorix qui tente une sortie de l'oppidum et tous ces hommes vont hurler et fondre sur l'ennemi, enfin sur les remparts qu'on ne verra pas. Donc l'idée du plan est très simple. On a Vercingétorix accompagné de ses porte-lances, porte-boucliers, porte-enseignes à cheval. Et lorsqu'il donne l'ordre, les hommes fondent sur les Romains. Mais comme vous êtes malheureusement pas suffisamment nombreux, on va faire plusieurs passes, plusieurs couches. C'est-à-dire qu'on va d'abord faire la couche avec Vercingétorix les chevaux et ceux qui passent derrière lui, puis Vercingétorix les chevaux s'en vont et on refait d'autres couches pour ceux qui vont passer devant. Et donc évidemment après on va mélanger l'ensemble et donner une impression de foule, sachant que derrière vous il y aura encore des personnes en 3D, en images de synthèse qui vont aussi fondre sur l'ennemi. Action! Dans le cinéma, c'est quand même de pouvoir refaire une scène sans avoir de blessés. Voilà, là c'est une reconstitution historique certes, mais pour le cinéma. C'est sûr que quand on s'amuse avec de faire une reconstitution, on peut faire ce qu'on veut, c'est qu'une prise. Là, le but du jeu, c'est de pouvoir en faire plusieurs, et toujours avec la même chorégraphie. Mais non, dans l'ensemble, ça s'est bien passé, même avec la figuration. Ça arrive, Ordre. On recule, deuxième ligne, hop, et vous enquillez. L'apport de Guillaume est déterminant sur le tournage. Il a été vraiment extrêmement important pour que ces scènes, qui sont des scènes de combat qui sont censées, in fine, réunir plusieurs centaines de milliers de combattants, deviennent d'un coup crédibles. C'est sur ces scènes-là que les références en matière de cinéma sont les plus fortes pour le spectateur. Nous étions conscients l'un comme l'autre que c'est sur ces scènes-là que nous étions le plus attendus. Rome et les dieux nous regardent. Défendez-les pour la victoire! Il était hors de question de montrer les 7 batailles qui sont déroulées au cours de ce siège d'Alésia qui a duré 3 mois. Donc on a décidé d'emblée de les réduire à 3. Et sur ces 3 batailles, on a décidé d'en montrer réellement une seule, qui est la dernière. Et les 2 autres sont traitées de manière poétique, métaphorique, etc. Les images obtenues sont un livre ouvert vers lequel on peut aller dans des directions extrêmement différentes et variées. Il a fallu trouver ensemble une unité esthétique, un espace visuel qui soit à la fois cohérent, qui ne soit pas, qui ne lorgne pas du côté de la production américaine et hollywoodienne auquel les spectateurs sont habitués, mais qui apporte quand même une proposition visuelle extrêmement riche. Notre vision se situait entre le réalisme et une forme de picturalité. Et cette approche d'une image, on va dire, composite, c'est-à-dire mélange de sources, c'est-à-dire on a les comédiens et figurants, donc prise de vue réelle sur fond vert, on a des photos, on a donc pour les arrière-plans, donc ce qu'on appelle des matte painting. Et puis il y a la gestion de foule, c'est-à-dire les arrière-plans avec, là, pour le coup, l'image de synthèse. Lorsqu'il faut montrer 80 000 cavaliers en pleine déroute, ben voilà, c'est pas avec des figurants, c'est donc de l'image de synthèse. Et donc là, on a fait appel à des gens qui connaissent bien ce travail, Microsimage. Ensuite, nous avons été vraiment secondés par Jean-Damien Charrière, qui est le directeur artistique.
c'est une véritable réalisation visuelle qu'il a effectuée avec nous. Son apport est déterminant sur l'esthétique. Il a réussi à mettre en image les visions que nous avions, puisque le fait de tourner sur fond vert pose autant de questions qu'il propose de réponses. Mon pays, mon très cher ami, tu sais à quel point nos légions ont payé un lourd tribut durant toute cette campagne. Et maintenant qu'elle touche à sa fin, nous savons que la gloire victorieuse de Rome compte bien plus encore. La scène commence comment? On amène Vercingétorix et les chefs. Tous les boucliers, les armes qui sont déjà là sont celles et ceux des chefs qui sont derrière et de tous les autres, au lointain, qui ont été amenés. Les armes de Vercingétorix sont déposées en dernier. On amène Vercingétorix en dernier. Ces armes sont déposées et ensuite on le pousse pour qu'il se mette à genoux, il résiste. Et finalement, après un toisement et un clin d'œil complice, il accepte de se mettre à genoux. Voilà. 35 sur 5, troisième. Action. On ne voit pas un Vercingétorix caracolant sur son cheval, armé, venir jeter ses armes aux pieds de César. Il est évident que les hommes de César ne l'auraient pas laissé faire 10 mètres sur son cheval armé, etc. Donc il y a quand même une réflexion de la part des historiens très très poussée qui essayent finalement de comprendre comment un personnage comme Vercingétorix peut se retrouver finalement à déposer les armes. Et donc on espère que finalement cette tradition est peut-être plus proche de celle qui serait réellement passée. C'était très agréable de voir à quel point les équipes de décoration, d'accessoires, de costumes ont pris à cœur, ont vraiment pris à cœur cet enjeu-là et ce challenge qui était quand même extrêmement lourd et compliqué, et en ont fait finalement peut-être un film qui est le plus proche possible de la vision qu'on peut avoir aujourd'hui de ce qu'était vraiment la vie à cette époque-là, avec quand même un regard particulier, puisque ça n'est pas qu'une reconstitution, c'est quand même un travail que nous avons voulu aussi à la fois spectaculaire et artistique, proposer une vision qui soit un peu la nôtre quand même de tout ça. Mais c'est vrai que je pense qu'à 2 exceptions près, les historiens aujourd'hui se retrouvent dans cette représentation-là. Ce qui ne veut pas dire que dans 5 ans, ce ne sera pas remis en cause.